Bonjour. C'est bon. Ok, là, tu peux glisser ton petit message dans le chat. On pousse pas rien trop. Je pousse ça là parce que je vais faire tomber. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans notre live pour comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser votre stratégie d'achat. On est ravis de passer l'heure qui va suivre à vos côtés. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants qui vont prendre part à ce webinaire. Donc d'abord, on a Pascal Corotti, notre directeur adjoint, et on a Nour Cherif, data scientist, et donc ils travaillent tous les deux sur notre solution MIA qu'on vous présentera au cours de ce webinaire. Enfin, on a Mathieu Magnier, le directeur associé de BioGroup, notre partenaire, qui est un cabinet de conseil international spécialiste du développement de filières économiques et d'écosystèmes B2B performants et durables. Donc, pendant ce webinaire, si vous avez des questions, posez-les dans le chat tout au long de la présentation, on s'en occupe. Le webinaire va bientôt commencer, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une opportunité réservée exclusivement aux participants du webinaire. Et donc à présent, je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter les problématiques achats que l'on traite aujourd'hui. Bonjour à tous. Est-ce que le support arrive? Donc, quelques mots autour des problématiques achats et puis de mise en contexte par rapport à l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Dans le monde actuel, quand on regarde l'ensemble des organisations achats des différentes entreprises, que ce soit dans des grands groupes ou dans des ETI, il y a deux enjeux majeurs qu'on retrouve dans toutes ces organisations. Le premier, c'est de renforcer la contribution business et on est dans un monde où on passe d'une crise à l'autre et d'évolution macroéconomique dans un sens à l'autre de plus en plus forte et la contribution business se complexifie. Deuxième sujet qu'on va rapidement aborder, la maîtrise des ressources, c'est-à-dire qu'en quelques mots, il faut savoir faire plus avec toujours le même niveau de ressources, voire dans certaines situations moins de ressources. On n'est pas sur des courbes qui se suivent et donc ça fait partie de cette complexité. Si on regarde un petit peu plus en détail chacun de ces éléments, globalement, sur la contribution business, il y a un premier sujet qui est de réussir à maîtriser toute la dimension économique, ce qui veut dire une maîtrise des coûts ou des dépenses dans une période où il y a une inflation qui est forte, ou tout du moins des grosses évolutions dans les structures de prix et de coûts des fournisseurs. Le deuxième sujet qui est essentiel, c'est tout ce qui est sécuriser la continuité du business et la conduite des opérations. Et le troisième enjeu qui prend de plus en plus de place dans les organisations, c'est la RSE. On le sait, une partie de la RSE se joue en interne de chaque entreprise, mais une partie majeure se trouve dans les écosystèmes des entreprises. On parlera tout à l'heure, on fera un zoom sur la partie climat et le carbone. Dans les grandes entreprises ou dans quasiment tous les secteurs d'activité, on se retrouve avec un poids du bilan carbone qui est entre 60 et 90% chez les fournisseurs. En termes de maîtrise de ressources, il y a deux choses. Il y a les équipes et la réponse attendue des directions achats est de réussir à développer les équipes
et les accompagner en termes de compétences et de capacités. Et la deuxième partie, c'est de disposer de tous les outils et les supports, que ce soit informatique ou méthodologique, pour réussir à éclairer ou à simplifier les process, qui soient côté achat ou côté métier. Du coup, par rapport à notre sujet du jour, vous avez 3 thématiques dans ces 5 points qu'on a mis en relief, et où on s'est interrogé sur la pertinence de l'IA pour réussir à supporter les directions achats, et ça va vraiment être notre zoom aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est réussir à apporter des réponses au niveau de la RSE, en permettant aux équipes d'être ce qu'on appelle l'acheteur augmenté grâce à des nouveaux outils et en l'occurrence de l'IA. Pascal, je crois que tu es en mute. Ok. Donc oui, Mathieu, je te propose de passer donc à notre initiative IA Achat, où là on a véritablement expérimenté des cas concrets. On est descendu jusqu'à entraîner des modèles grâce aux données qui nous ont été fournies par les clients. Et donc on va effectivement partager ces résultats de cas d'usage et notamment les éléments à retenir. Ce qu'on fera aussi plus en détail, c'est qu'on ouvrira un peu le capot, on regardera un peu ce qu'il y a dessous, et puis on vous montrera 2 exemples en profondeur de comment on a résolu ces problématiques-là, donc avec les outils et avec les jeux de données, bien entendu. Mathieu, je te laisse prendre la parole si tu veux. Oui, très rapidement, on a lancé en septembre dernier une initiative qu'on a appelée IA Achat, qui avait une ambition, c'est-à-dire réussir à éclairer le collectif, les participants, et au-delà des participants, la communauté achat, sur le potentiel de l'IA. Et la manière de répondre à cette question, on a décidé d'y aller par l'utilisation et le test de l'IA, et Digitalent s'est avéré être le partenaire clé, voire même essentiel, pour y arriver. Par rapport à ce que disait Pascal, la solution, mais vous la verrez encore mieux tout à l'heure, c'est le capot ouvert, par définition. Ça a permis de voir quels sont les différents moteurs d'IA qu'on pouvait utiliser pour répondre aux différentes problématiques. On a 11 grands groupes qui ont participé à cette initiative, qui s'est déroulée entre le mois de septembre, enfin mois d'octobre et tout début février, c'est-à-dire qu'on a eu ce travail avec eux autour de 5 ateliers. Un point essentiel qui est commun à toutes les initiatives qu'il faut entreprendre dans l'IA, c'est qu'on a 5 étapes pour arriver à tester des cas d'usage. Le premier sujet, c'est de définir la problématique, définir et modéliser quel est le cas d'usage pour réussir à poser le problème. Et le premier ingrédient, c'est l'intelligence humaine. On va venir poser la bonne question. Après, bien évidemment, regardez en point 2 quelles sont les données qui sont disponibles et qui sont nécessaires pour permettre à cette problématique d'être résolue. On va collecter cette donnée en point 3, on va s'assurer, et ça, Nour et Pascal pourront vous le présenter, comment fiabiliser la donnée qui a été collectée, et après, bien évidemment, avoir la restitution du cas d'usage, voir ce que l'IA permet d'obtenir comme résultat, et ajuster ou approfondir, ou tout simplement fêter le résultat, parce qu'il y a aussi des résultats qui sont très bénéfiques du premier coup. On vous présente très rapidement. Oui, Pascal, tu voulais le faire ?
Donc, on a séparé en fait les différents cas d'usage en deux parties, hein. Donc, on a les données internes, hein, c'est ce qui nous a été fourni gentiment par les différents membres qu'on a présentés tout à l'heure. Et donc, grâce à ces jeux de données, ben, on a pu mener l'expérimentation et pour certains très très loin, puisqu'on est même allé jusqu'à le premier cas, donc on est allé directement en production. Puis vous verrez que par la suite, on a aussi travaillé sur une donnée qui est disponible, mais souvent peu utilisée, qui est la donnée externe, hein. Donc, on est allé chercher des informations à l'extérieur, justement, soit pour compléter les jeux de données qu'on nous a fournis, soit carrément pour travailler sur les données externes, pour fournir de l'information directement utilisable pour prendre des décisions, par exemple, au niveau des achats. Donc, le premier cas d'usage, eh bien, c'était d'avoir la capacité d'extraire en fait les informations d'un fonds documentaire, hein, donc de contrats, hein, donc de données contractuelles et d'avenants, justement pour aller répondre aux devoirs de vigilance et être capable d'aller récupérer différentes informations là-dessus. Donc, on a eu le statut, eh bien, c'est que ça a bien fonctionné. Le learning, c'est qu'on a vraiment séparé les deux, c'est-à-dire qu'on a montré véritablement ce que l'IA pouvait extraire comme information, hein. Et puis après, évidemment, on a utilisé des méthodes qui sont actuelles, hein, qui nous permettent d'avoir de la qualité en post-processing derrière et qui a vraiment permis de vraiment réussir cette approche-là. Donc, c'est généralisable. Ensuite, on a permis de consolider des données donc en provenance de sources différentes, hein. Donc à la fois eh bien c'était d'organiser sur la partie des appels d'offres, on avait enfin notre partenaire avait des documents qui étaient très hétérogènes, hein. Donc comment les rassembler finalement pour arriver à faire un choix sur des fournisseurs lorsqu'ils ne respectent pas par exemple la grille de questions qu'on leur a fournies. Donc là aussi, de cette façon-là, ça a bien fonctionné. On a pu récupérer en fait les informations qui provenaient soit dans des mails, soit dans des Excel. Et malheureusement, ce qui a été fait, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment d'exemples pour aller plus loin. C'est-à-dire que l'IA a quand même besoin de données assez importantes pour pouvoir être vraiment pertinente. Donc, l'expérience était intéressante et concluante, mais voilà, il faut aller un petit peu plus loin. Ensuite, générer des synthèses contractuelles à partir de contrats. Donc là, ça s'est aussi bien passé, c'est-à-dire la capacité d'extraire des informations pertinentes pour éviter d'aller chercher dans ces contrats l'information, hein. Donc, un peu de la même façon que le premier cas. Bah, cette partie-là a bien fonctionné aussi. Là, on avait des documents qui étaient bien structurés, donc on a pu aller vraiment très loin dans cette récupération. Et puis un cas d'usage ben, qui n'a pas fonctionné en fait, hein, sur la correction d'erreurs type, processus de collecte des données. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, hein, c'est que bah, les données étaient issues de plusieurs ERP qui étaient eux-mêmes consolidés en fait dans un grand jeu de données. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que le fait de faire ça, ça a provoqué donc l'apparition de valeurs manquantes, hein, puisque dans différents ERP, il y avait des valeurs et dans d'autres, il n'y en avait pas. Et vous verrez tout à l'heure, on en parlera notamment au niveau de MIA, de notre outil. Il faut absolument que ces valeurs manquantes soient retirées. Et donc, au plus vous retirez des valeurs manquantes, au moins vous avez de données. Au moins vous avez de données, eh bien, au moins l'entraînement sera potentiellement pertinent, puisque il faut quand même pas mal d'informations. Donc là, le retour, c'est de dire ben, finalement, il vaut mieux utiliser des données brutes sorties des ERP pour fabriquer ce document global, synthétique qui a été présenté, et plutôt que d'essayer de le consolider et de travailler sur des données déjà travaillées. Voilà, ben, je te laisse présenter la seconde partie, Mathieu. Oui, donc là, on a 3 cas d'usage hein, qui ont été traités sur des données externes, hein, contrairement à ce que vient de présenter Pascal. Le premier cas d'usage, l'objectif était d'essayer d'identifier l'ensemble des acteurs d'une filière amont en partant d'une liste de fournisseurs. Donc, le participant nous a transmis une liste de 12 fournisseurs qui étaient majoritairement dans des pays en Europe et dans les Amériques.
avec leur numéro d'identification. Et l'enjeu, et ce qu'on a essayé de faire, hein, c'est d'essayer de mapper leur filière amont, c'est-à-dire leurs propres fournisseurs de rang 1, 2, 3 et N. On n'a pas réussi à exploiter ce cas d'usage parce qu'on n'a pas eu accès, on n'a pas trouvé de source de données, ni par les fournisseurs, ni sur les filières. Donc, c'est un cas d'usage qui n'a pas fonctionné et qui nous a amené à la conclusion que si on n'avait pas de données, on ne pouvait pas avoir d'IA. Le deuxième cas qui est présenté ici et qui va être clé hein, par rapport à ce webinaire, c'est de récupérer les informations des déclarations climat des entreprises afin de contrôler et de rapprocher les informations qu'elles publient dans leur rapport RSE de déclaratifs qui sont faits dans le cadre de RFI Climat par les directions achats. Du coup, on a eu en données d'entrée les rapports RSE des entreprises qu'on a réussi à pointer sur leur site internet, les données qui sont publiées par SBTI, ainsi que les formulaires de RFI qui sont renvoyés aux acheteurs. Et là, on a réussi à prendre à l'IA, à lire les rapports RSE, hein, et typiquement, imaginez-vous une documentation qui fait entre 100 et 150 pages, pour pouvoir aller chercher dans ces 150 pages quelle est la partie climat, et dans la partie climat, réussir à capturer les informations sur le bilan carbone et ses composantes, le scope 1, le scope 2, le scope 3, et dans les espaces-temps, hein, quelle est la baseline de l'entreprise, hein, son année de référence, la situation de l'année en cours et la trajectoire 2030. Et donc, on est arrivé à remodéliser ces informations et à les automatiser, ce qui était un grand succès. Le troisième cas, c'est pour évaluer l'ensemble des risques auxquels est exposée une entreprise qui est liée à la loi de vigilance, hein, c'est-à-dire son obligation d'avoir tous les certificats fiscaux et sociaux à jour, hein, et sinon, quels étaient les risques. Et donc, pour ce faire, hein, on est parti sur une base, une grosse cinquantaine de noms de fournisseurs et on a mixé deux sources d'informations, la donnée interne hein, pour comprendre quel était l'état des certificats en cours et de la donnée externe pour aller mesurer plusieurs choses. La première chose, c'est le chiffre d'affaires total de l'entreprise pour mesurer sa dépendance. Deuxième sujet, c'est évaluer sa masse salariale, parce que s'il y a un risque en termes de devoir de vigilance, hein, de loi de vigilance, c'est la reprise hein, de la masse salariale, ou tout du moins le paiement des cotisations sociales hein, pour le compte de l'entreprise qui fait défaillance. Et le troisième paramètre qu'on a récupéré, c'est ce qu'on appelle des éléments de réputation sur les mandataires sociaux des fournisseurs. Et l'ensemble de ces informations nous a permis d'identifier quels étaient les fournisseurs qui avaient le plus de risques. Pour faire très synthétique là-dessus, l'objectif, c'est une entreprise qui a 20 000 fournisseurs, potentiellement elle en a 15 000 qui ne sont pas à jour, mais elle ne peut pas mobiliser ses acheteurs sur les 15 000 pour tout récupérer, et il y en a probablement 20 qui présentent des gros risques, et donc du coup l'idée, c'est que l'IA permet de dire lesquels sont les plus risqués et lesquels nécessitent une action personnelle des acheteurs. Ok, merci Mathieu. Alors, le dernier cas d'usage, celui-là, on va vous le présenter en détail tout à l'heure, hein, donc, mais juste pour faire un peu de teasing, donc c'est une automatisation, enfin en tout cas un process complet que l'on a pris de bout en bout, c'est-à-dire au niveau de la création du cahier des charges par rapport à des prestations IT, des prestations intellectuelles, jusqu'à la prédiction en fait du profil, la prédiction du tarif et surtout une liste de fournisseurs à consulter. Donc tout ça, ça fait intervenir plusieurs intelligences artificielles hein, et donc on détaillera ça tout à l'heure. Voilà.
Donc, ce qu'il faut retenir, eh bien, de tout ça, c'est qu'il faut effectivement embarquer la direction achat, hein. Donc, on arrive à répondre à certaines de vos problématiques. Donc, ça, c'était un bon résultat. Il faut bien choisir ces cas d'usage, comme l'a dit Mathieu, il faut bien les travailler en amont, hein. Et puis, bien entendu, il faut cibler les données qu'on va pouvoir expérimenter, qu'elles soient internes ou externes, hein, et prendre, bien entendu, l'ensemble des contraintes qui sont liées à ça, qui, on en a peut-être pas assez parlé, mais la sécurité, puis la puissance nécessaire pour calculer l'ensemble. Alors, pour faire tout ça, on va un peu lever le voile donc sur l'outil, hein, qui a permis de faire ça et que nous développons chez Digitalant, hein, qui s'appelle MIA, et donc qui permet en fait de résoudre des cas d'usage de façon assez simple, hein, quand vous utilisez une application telle Teams ou autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur pour pouvoir travailler directement sur MIA. Alors, comment ça se passe en fait à ce niveau-là? Eh bien, l'IA va vous permettre, dans un premier temps, on en a parlé tout à l'heure, hein, de nettoyer. Alors, nettoyer, c'est pas forcément au niveau de la qualité de vos données propres à votre métier, hein, mais c'est plutôt de la qualité de données pour l'intelligence artificielle, hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. L'intelligence artificielle ne tolère pas, par exemple, d'avoir des données manquantes dans l'apprentissage. Donc là, on va travailler sur le jeu de données pour MIA va nous donner des indications sur ces niveaux de qualité de la donnée. Puis après, on va enrichir, hein. Vous avez vu qu'on avait la capacité d'aller chercher de la donnée externe. Donc, on va pouvoir enrichir des jeux de données, voire même travailler sur des données purement externes. Et puis, ce qui est très important et que nous travaillons beaucoup en relation avec l'Université de Berkeley là, depuis 3 ans, c'est bien de comprendre la donnée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller tout de suite au niveau de l'intelligence artificielle et de se dire, bah, tiens, est-ce que ça marche pas? C'est bien de comprendre le contenu de la donnée. Est-ce que on a bien les bonnes informations? Est-ce que c'est les bonnes plages? Enfin voilà, on va aller chercher, on va dans des outils, vous verrez tout à l'heure, qui nous permettent d'aller comprendre ce que contient le jeu de données pour mieux en exprimer sa valeur. Et ensuite, on va pouvoir passer eh bien, à l'expérimentation, hein, donc pour aller vers l'intelligence artificielle. Donc, on va être en capacité d'extraire, c'est ce qu'on a fait sur les premiers cas d'usage présentés. On va extraire des informations de documents, par exemple, ou de fichiers Excel ou de mails. On va pouvoir transformer, hein, donc ces différentes informations. On va pouvoir détecter éventuellement des anomalies, hein. On peut aller trouver des comportements qui sont anormaux, et notamment dans la détection de fraude. On va pouvoir prédire des choses, hein. Vous verrez tout à l'heure qu'on va prédire, dans le cas d'un cahier des charges, quel va être le profil qui a le plus de chances d'être retenu là-dessus. On va prédire aussi une fourchette de tarifs, hein. Et donc, on va être aussi capable de classifier, de générer. Alors ça, on en parle beaucoup, hein, mais vous voyez que l'intelligence artificielle couvre quand même beaucoup de domaines. Générer, c'est surtout la partie IA générative dont on parle énormément. Et puis, on va pouvoir aussi segmenter, c'est-à-dire typiquement faire ressortir des groupes ou des familles que l'on n'aurait pas détectées à travers un jeu de données, ce qui nous permettra de vraiment pouvoir voir ça. Alors, à qui s'adresse cet outil, hein, cette application? Elle s'adresse évidemment à des profils métiers, c'est-à-dire que vous, métier, vous pouvez utiliser cette application de façon assez simple. On fera une démonstration avec nous tout à l'heure. Et puis, évidemment, ça s'adresse aussi aux profils spécialisés, tels les data scientists ou la DSI, puisqu'il faut quand même faire intervenir ces personnes-là pour pouvoir développer ce cas d'usage jusqu'au bout, bien entendu. Voilà. Alors, si on reprend un petit peu le cas d'usage dont je parlais tout à l'heure, hein, donc c'est quelle est cette approche que l'on a fait? Donc, on a fait une combinaison de plusieurs finalement intelligences artificielles, hein, donc qui utilisent notamment l'intelligence générative, donc qui a permis en fait de générer un cahier des charges, hein, donc donc les prescripteurs ont eu un besoin de créer un cahier des charges. À ce moment-là, ils vont remplir quelques informations que l'on voit donc sur la partie gauche, hein, notamment quel profil ils recherchent, le délai, le timing. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait avec le partenaire? Eh bien, en fait, il nous a fourni l'ensemble de ces cahiers des charges. On en avait à peu près 700 que l'on a pu utiliser. Donc, utiliser de deux façons. La première, eh bien, c'est qu'on a pris les cahiers des charges, on les a chargés dans une base de connaissances.
Et à partir de cette base de connaissances, eh bien, lorsque le prescripteur va demander de créer un cahier des charges, on va aller rechercher avec de l'IA les cahiers des charges ou les paragraphes qui sont les plus pertinents et on va lui proposer ces différents paragraphes. Donc, avant d'aller sur la génération du cahier des charges, en fait, on va enrichir finalement sa demande de création de cahier des charges avec ces documents-là. Donc ça a deux avantages. Le premier, ben, c'est que l'IA générative qui va générer le cahier des charges, elle a sa connaissance, elle a ce qu'on lui a appris. Par contre, grâce à cette base de connaissances, on va la spécialiser finalement pour fournir eh bien, un cahier des charges pertinent qui correspond au contexte et à la société, par exemple là, du partenaire qui était concerné. Donc à partir de là, on est en capacité effectivement de générer ce cahier des charges, donc par l'IA générative, hein, voilà. Et donc, comme toujours, sur l'IA, avant d'automatiser un processus, évidemment, on va donner la main au prescripteur pour qu'il puisse relire son cahier des charges, qu'il puisse éventuellement l'amender, qu'il puisse éventuellement le compléter. Voilà. Donc ça va nous fournir effectivement un premier cas où je génère le cahier des charges. Et ensuite, eh bien, comme on a ce cahier des charges-là et qu'on nous a fourni finalement le résultat de ces appels d'offres, c'est-à-dire le résultat, c'est quoi? C'est la liste des fournisseurs potentiellement consultés, la liste des fournisseurs qui ont répondu, le fournisseur qui a été retenu, le profil réel qui a été retenu, parce que c'est pas forcément le profil que l'on souhaite qui va forcément répondre aux besoins, et la fourchette de prix dans laquelle on va pouvoir obtenir cette prestation. Alors, c'est très intéressant au niveau de l'acheteur, tout simplement, et même au niveau du prescripteur. Ça permet de voir qu'il y a une adéquation déjà au budget, hein, c'est-à-dire est-ce que le profil que je demande, eh ben, il est bien dans le budget que je souhaitais, ou est-ce que je risque d'avoir une surprise à l'arrivée. Voilà. Donc ça, ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc ces cahiers des charges et on a appris à l'intelligence artificielle à prédire quel pourrait être le profil, quel pourrait être le niveau de prix, hein, qu'on va obtenir et une liste de fournisseurs à consulter. Voilà. Donc ça, c'est particulièrement puissant puisque on va enchaîner plusieurs intelligences artificielles, donc qu'on appelle génératives et autres analytiques. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de vous présenter comment on a fait ce test, comment on a mis en place ce cas d'usage, notamment sur la prédiction du profil directement dans MIA. Donc, nous, on va prendre la main et va vous faire une démonstration en live de MIA. Voilà, et donc comme ça va nous permettre de vous présenter un petit peu notre quotidien avec nos partenaires et Bayo, comment nous travailler avec notre outil et montrer la simplicité de cet outil. Alors quand on arrive dans MIA, évidemment, on se connecte, hein, donc là, vous l'avez à l'écran, et puis donc on est connecté sur le profil de Nour. Alors, elle est super administrateur, donc on verra un peu tout ce qu'elle peut voir, mais on peut évidemment gérer des habilitations en fonction des profils que l'on va mettre. Donc là, qu'est-ce qu'on arrive sur cette page? Effectivement, on va aller charger des données. Alors, il se trouve que on a beaucoup parlé de données texte, on a beaucoup parlé de données tabulaires, mais MIA, c'est traité donc à la fois des données qui sortent du système d'information, des données de type image, hein, voilà, des données de type texte, et là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire que l'objectif là, c'est bien à partir d'un texte de demander à l'IA de comprendre ce que contient ce texte pour déterminer quel va être le profil. Et on travaille aussi sur des parties vidéo où là, ben, on est capable de détecter des gestes, de la vision par ordinateur. Enfin voilà, ça, on ne va pas faire la démonstration aujourd'hui. Mais vous voyez que MIA est quand même un outil qui permet de gérer à peu près tous les flux de données qui existent actuellement. Alors ben là, on a en fait chargé, donc voilà, on a chargé les 700 cahiers des charges à l'intérieur de MIA, donc vous les voyez qui sont évidemment sous forme de texte, et puis évidemment en face le profil qui a été retenu. Et donc ce que l'on va chercher à faire, eh bien, c'est avec ces textes-là, voir si une intelligence artificielle peut apprendre à détecter et à prédire quel va être le profil. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un pré-traitement au niveau des données, hein, donc
MIA s'occupe en fait d'aller analyser l'ensemble des données qui peuvent être de taille réduite, parce que ça fonctionne aussi. Il faut retirer la croyance que si on n'a pas beaucoup de données, on ne va pas forcément avoir beaucoup de résultats. Hein. Avec peu de données, 300 lignes de données, on peut avoir des résultats. Bon, c'est vrai que des fois, il en faut beaucoup plus, mais voilà, on n'est pas obligé forcément d'avoir d'énormes datasets pour que ça fonctionne. Ensuite, eh bien là, comme on est sur du texte, eh bien on va travailler sur ce qu'on appelle euh, le, le nettoyage en fait un peu de ce jeu de données. Donc ça va être les stop words. Donc stop words, c'est le, l'aller, etc. On va enlever les caractères spéciaux qui apportent pas de compréhension particulière. Hein. On va faire la lématisation qui est au niveau des racines des mots pour les interpréter. Voilà, on va évidemment éviter les valeurs manquantes, comme je vous le disais tout à l'heure, et tout ce qui est en doublon. Voilà. Donc quand on nettoie toute cette partie-là, on va obtenir un nouveau jeu de données qui va nous permettre ensuite, effectivement, de pouvoir le soumettre à différents moteurs d'intelligence artificielle pour essayer de trouver quel serait celui qui pourrait répondre à notre besoin. Donc avant ça, ben, on a une partie aussi où on va pouvoir visualiser la donnée, hein, donc là au niveau du texte, et donc on va voir un peu la répartition des différents profils que nous avons dans le jeu de données. Si elles sont très déséquilibrées, forcément, on va avoir le modèle d'IA va plutôt avoir tendance à favoriser le concepteur-développeur dans ce cas-là. Donc, il est important aussi de bien analyser ces données-là. Voilà, donc là, c'est les mots qui se répètent le plus souvent dans le jeu de données qu'on nous a fourni. Voilà, on peut aller regarder sur différents profils. Et donc, à partir de là, on est prêt à aller demander à MIA hein, de pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Alors, dans cet entraînement, on a deux façons de faire. On a un entraînement qui est dit automatique, c'est-à-dire que MIA se charge pour vous d'aller rechercher quel va être le meilleur moteur d'IA qui peut répondre à votre cas d'usage. Et on a évidemment un entraînement personnalisé qui va s'adresser, alors on va y aller rapidement pour vous montrer qu'on est vraiment un capot ouvert et que tout est transparent, qui permet d'accéder directement aux moteurs d'intelligence artificielle qui sont dans MIA, toujours sans programmation, qu'avec du paramétrage. Donc là, dans ce cas précis, vous avez les moteurs d'intelligence artificielle qui s'adressent à ce qu'on appelle le machine learning, donc c'est plutôt, on va dire, des modèles à base de mathématiques. Voilà. Et puis, vous avez en dessous les modèles disponibles au niveau du deep learning, c'est-à-dire plutôt les réseaux de neurones, si vous en avez entendu parler. Et là, vous avez, enfin, le data scientist a la possibilité de paramétrer comme il le souhaite. Bon, moi, je ne suis pas data scientist comme nous, donc je vais plutôt choisir le mode optimal. Voilà. Et donc, le mode optimal, on lance l'entraînement, et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner tous les algorithmes, tous les moteurs d'intelligence artificielle que vous avez vus présenter tout à l'heure, et il va présenter les 5 meilleurs. Voilà. Et donc là, on a typiquement le premier qui est celui qui fonctionne le mieux. Alors, on a un résultat qui n'est pas extraordinaire, on va dire qu'il est plutôt très encourageant, parce qu'on n'a quand même pas énormément de données. Hein. Il faudrait beaucoup plus de données pour aller rechercher des pourcentages de réussite beaucoup plus importants. Mais enfin, en tout cas, il présente déjà un bon résultat. Donc, à partir de là, on est capable d'aller maintenant voir le résultat. Donc, vous vous souvenez que le prescripteur eh bien, a généré avec l'IA générative de MIA le cahier des charges. Et donc, voilà, on récupère à la main. Et là, on va être en capacité de lancer le moteur pour aller trouver la prédiction. Hein. Et donc là, il nous dit effectivement qu'il y a une tendance pour que ce soit plutôt un chef de projet MOA. Voilà. Donc là, si on avait eu plusieurs, voilà, donc le jeu de données est transparent aussi, on peut le récupérer à ce niveau-là pour pouvoir le travailler. Voilà, tout est complètement transparent à ce niveau-là. Voilà. Donc là, le but, c'était de vous montrer un peu comment on travaille avec MIA sur un moteur d'intelligence artificielle, sur un cas d'usage précis qu'on a intégré dans l'approche que l'on a vue donc de génération du cahier des charges plus de la prédiction, où là, on avait effectivement 4 moteurs d'intelligence artificielle qui intervenaient sur l'ensemble du processus. Alors, d'après vos expertises, donc c'est une question qui nous est posée, combien de temps faut-il prévoir pour implémenter l'IA en entreprise entre l'expression de besoin et la mise en production? Alors, dans notre approche, en fait, ce que l'on fait sur la partie avant-vente, on crée un pré-POC. Alors, on fait un premier atelier au niveau
de l'entreprise où on présente, comme vous l'avez vu là, on présente MIA. On a traité depuis 3 ans plus de 100 cas d'usage dans notre plateforme. Donc, on va présenter des cas d'usage type. Hein. Par exemple, si là, on a vu le carbone, on a vu le cahier des charges, on va voir la prédiction du prix. Voilà. Donc, on vous présente toute cette partie-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça, en fait, on vous laisse réfléchir quelque part au cas d'usage potentiel que vous pourriez avoir. Donc, ça prend, je dirais, 1 à 2 semaines. On se revoit. Et puis, à partir de là, effectivement, vous avez identifié des cas d'usage et on va regarder si vous avez des données. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'en général, on signe un NDA et qu'on va récupérer vos informations, vos données, et on va travailler ensemble sur 2 ateliers où on va charger les données avec un data scientist et avec vous, et qui va vous permettre de voir un petit peu ce que vous avez. Donc, on va arriver à trouver, est-ce qu'on trouve en fait un moteur d'intelligence artificielle qui va répondre à votre besoin? Ça, je dirais que c'est entre 1 mois et 3 mois, ça dépend un petit peu du cas d'usage. Et là, on est prêt à passer en POC. En POC, ça veut dire passer à l'échelle. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, jusqu'à la mise en production, on est entre 1 et 3 mois, voilà, en général. Donc, on va reprendre la présentation. Alors, voilà, donc on va vous présenter donc là le cas IDEMIA. Donc Mathieu va vous présenter un petit peu l'entreprise et puis le métier et quel a été ce cas. Et on va vous montrer comment cela s'est traduit avec une maquette sous MIA et tout ce que l'on a fait pour pouvoir automatiser ou en tout cas simplifier l'extraction d'informations et la consolidation de ces informations sur toute la partie carbone. Mathieu, je te laisse la parole. Super. Donc du coup, IDEMIA en quelques mots, hein, très rapidement, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans tous les systèmes de sécurité et liés à l'identité. Ils vont de puces dans des cartes, hein, comme des cartes bleues ou des cartes que vous retrouvez dans vos passeports, à des systèmes d'accès de sites. Hein. Et donc, ils avaient pour principale problématique, hein, on a traité avec eux le cas d'usage sur la recherche d'informations sur les engagements climat de leurs fournisseurs, puisque comme tout donneur d'ordre, hein, ils sont inscrits dans une trajectoire de décarbonation à horizon de 2030, et pour réussir à décarboner, ils sont obligés d'engager leurs fournisseurs. Et avant d'engager les fournisseurs, il faut savoir où ces fournisseurs se situent en termes d'empreinte carbone et d'initiatives de décarbonation déjà engagées. Donc, pour ces raisons-là, ils ont voulu travailler sur ce cas d'usage. Dernier point de détail, IDEMIA est bien que c'est une entreprise française, ils sont très internationaux, tant au niveau de leurs clients qu'au niveau de leur organisation. Ils ont des sites de production sur le continent américain, en Asie et en Europe. Du coup, là, vous avez la description, excusez-moi, vous avez la description du cas d'usage carbone. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En partant des rapports fournisseurs, des rapports RSE des fournisseurs que vous trouvez en haut à gauche et en bas, la base Scope 3 du SBTI et les questionnaires qui ont été renvoyés par les fournisseurs. On a processer les données avec les équipes Digitalant. Le plus important et le plus complexe, là où l'IA a vraiment eu beaucoup de valeur ajoutée en termes d'accélération et d'automatisation du traitement de l'information, c'est sur la partie haute où on a réussi à extraire toutes les informations climat depuis les rapports RSE de ses fournisseurs, remettre en cohérence ces informations pour pouvoir les restituer et donc en produire une synthèse avec, là c'était sous forme de graphique, pour pouvoir
présenter la trajectoire carbone des fournisseurs entre une année de référence, qui est généralement entre 2019 et 2020 en fonction des fournisseurs, la situation à date, 2023, et la trajectoire, les engagements qui sont pris au niveau 2030. Alors, si on regarde un petit peu comment tout ça a été fait, donc on a une première partie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû créer en fait un module. On a appris en fait un module. Euh, on lui a appris aller chercher dans les rapports, en fait, en fonction de certains contextes, les scopes. On leur a appris à regarder aussi, à aller extraire en fait toute la partie données numériques, bien sûr, qui correspond effectivement au bilan carbone. Et on a catégorisé tout ça. Ce que vous voyez sur l'écran en rapport PDF, en fait, c'est ce que dans MIA, on a la capacité de surligner finalement les parties du texte qui sont les plus importantes et de placer sur un rapport RSE qui va par exemple contenir, je ne sais pas, 150 pages, on va aller sur les 3 ou 4 pages essentielles en surlignant l'ensemble des datas qui sont importantes pour faire ça. Ensuite, on avait la récupération d'informations donc dans des questionnaires RSE qui étaient envoyés donc aux fournisseurs donc par IDEMIA. Donc c'est la partie qui était intéressante là-dessus, c'était de pouvoir comparer en fait entre ce qui était annoncé par le fournisseur au niveau de son rapport RSE publié sur son site web par exemple, et de comparer à ce qu'il avait indiqué à IDEMIA. Et puis ensuite, on est allé un petit peu plus loin, on est allé aussi se connecter sur les bases externes SBTI pour aller compléter aussi et créer finalement sa trajectoire carbone. Donc là, ce que nous, on va vous présenter, donc c'est la maquette complète que l'on a présentée à IDEMIA sur la possibilité effectivement de récupérer ces informations-là et vous allez voir comment ça s'est passé côté utilisateur. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on a importé dans MIA donc le bilan carbone, voilà, et puis on a récupéré aussi la partie Excel, donc le questionnaire, qui est mis dans MIA, et donc on va lui indiquer les différents traitements que l'on veut lui appliquer pour pouvoir extraire les informations. Voilà. Donc là, on arrive sur un écran où effectivement on peut naviguer à l'intérieur du document, donc RSE. La MIA a détecté en fait le bloc qui nous intéresse et le plus pertinent, donc il s'est positionné dessus et il a réalisé la catégorisation. Donc il a fait le surlignage, en fait, un peu comme vous le feriez vous-même avec un stabilo, sur les différentes informations. Donc là, avec le nombre d'entraînements que l'on a fait, on n'a pas pu encore automatiser complètement cette partie-là. Donc, il y a une nécessité de le saisir à la main. Donc voilà, donc on saisit à la main cette partie, mais au fur et à mesure, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au fur et à mesure qu'on remplit ce type de questionnaire, l'IA va apprendre en fait à extraire et à fiabiliser l'ensemble de ces chiffres. Donc, on passe à l'écran suivant qui correspond en fait à la partie questionnaire Excel. Et là, bon, là par contre, comme c'est bien structuré, on est arrivé à récupérer l'ensemble des informations de façon automatique. On s'est connecté sur la base SBTI et on a, si le fournisseur est effectivement présent dans la base, on va récupérer l'ensemble des informations nécessaires. Et donc, à partir de ces informations-là, on va être en capacité bien, de construire la trajectoire carbone de ce fournisseur-là, de contrôler évidemment que les déclaratifs étaient bien en rapport avec ce qu'il a pu publier et récupérer différentes actions. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux réagir aussi un peu là-dessus. Non, non, c'est très très clair. Il faut bien comprendre la dimension en fait très simple que permet l'outil, parce que comme l'a expliqué Pascal, la plateforme a vraiment une capacité de lecture multiformat, et donc le travail, la première version du travail avant de l'entraîner et de l'enrichir, c'est vraiment sur ces 150 pages, c'est une bonne image, d'aller chercher la partie qui parle du climat et d'aller pointer
chaque nature distinctive d'information pour apprendre à l'outil à retraiter cette information. Et ça peut aller chercher dans le texte, mais également dans des schémas, des diagrammes, etc. Dans tout ce qui est représenté dans le rapport RSE pour arriver à une modélisation. Et là, de manière très très simple, ce qu'on voit à l'écran, hein, la courbe tout en haut, c'est un scope et ensuite vous avez les autres scopes en dessous. Merci Mathieu. Je ne sais pas si on a des questions sur cette partie. Ok, ouais, on avance. Voilà, donc ce qu'on vous propose en fait, et en rapport avec aussi la question, hein, c'est pour, comment dire, récompenser un petit peu votre présence. On vous fait une offre pour démarrer un peu dans l'IA, hein, donc avec un tarif préférentiel, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. On vous propose donc d'appliquer chez vous bien la méthode que l'on emploie chez tous nos autres partenaires et clients qui ont permis vraiment d'arriver jusqu'au bout ou pas d'ailleurs, hein, puisque dans l'expérimentation, il peut arriver des fois où l'IA ne répond pas forcément aux besoins, mais en général, on arrive quand même à trouver des choses extrêmement intéressantes à faire parler des données. Donc, c'est un workshop de prise de connaissance métier de votre cas d'usage. En tout cas, on va présenter tout notre catalogue de cas d'usage là-dessus. Après un workshop autour de l'échantillon que vous auriez pu nous fournir, hein, et donc on va travailler ensemble sous MIA avec notre équipe de data scientists et votre équipe métier ou aussi vos data scientists, hein, pourquoi pas, sur toute la partie MIA, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. On va aller travailler les typologies de données, qu'est-ce que l'on peut tester comme moteur d'intelligence artificielle, parce que évidemment, quand on a de données, on va tester plusieurs moteurs, hein, plusieurs cas d'usage pour voir ce que l'on peut en tirer. Et puis, après, on vous fait une réunion de restitution. En général, ce on obtient à l'arrivée, c'est la valeur, donc la capacité pour vous de calculer un ROI qui pourrait être intéressant sur une approche d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Je pense qu'on va passer à la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà. Alors, est-ce que MIA peut-elle spécifiquement aider à identifier les fournisseurs les plus durables et à prendre des décisions achats? Donc, je vais laisser répondre Mathieu au niveau métier, puis moi je répondrai au niveau plus technique. Oui, la réponse directe, c'est oui. À partir du moment où on développe un cas d'usage qui permette, du coup, on prend l'exemple de ce qu'on vient de voir sur IDEMIA. Si on a l'ensemble des éléments de durabilité, tous les paramètres au-delà du carbone qui sont intégrés dans des analyses et d'un use case, l'outil tel qu'est structuré MIA permet de mettre soit en comparaison l'ensemble des résultats obtenus, soit même, si on reprend le cas d'usage de génération de cahiers des charges automatiques, on peut également réussir à créer un prompt, c'est-à-dire d'avoir une interface qui permette à chaque acheteur de poser sa question pour savoir lequel est le plus durable ou le plus performant au niveau climat, quel est le plus performant au niveau social, etc., etc. Tu es coupé, Pascal. Ah, d'accord.
Ça y est. Oui, donc pour compléter un peu aussi cette partie-là, c'est que, oh bon, dans l'expérimentation, on n'a pas eu le temps de le faire forcément, mais l'objectif était aussi d'aller rechercher les publications des différents fournisseurs durant l'année, sans forcément attendre au niveau du RSE, leur rapport RSE, pour aller en extraire les initiatives et être beaucoup plus réactif par rapport aux initiatives qui pouvaient être mises en place. Hein, donc, avec notre capacité à extraire l'information aussi bien en externe que à l'intérieur des documents, on est tout à fait en capacité de faire ça. Voilà. Je me permets de compléter parce que je vois une question. Alors, excellente question. Je peux vous dire que alors là, on offre plusieurs choix. Alors, évidemment, on répond chaque fois à vos questionnaires qui sont extrêmement précis sur tout ce qui est la partie sécurité, tout ça. Donc, déjà, on signe un NDA. Là, on a signé des NDA tripartites avec Bayo. Et on a deux possibilités. Si les données sont extrêmement sensibles, on va les héberger en mode fermé sur nos plateformes internes, hein. Donc on a des serveurs qui permettent effectivement de travailler en mode complètement fermé. Si c'est un petit peu moins sensible, à ce moment-là, on a un partenariat, enfin on a une possibilité d'aller sur, bon là on a pris Amazon puisque notre outil étant complètement dockerisé, on peut aller sur n'importe quel cloud, mais on a choisi Amazon dessus, mais sur la partie européenne. Voilà, donc pour la sécurité, c'est ça. Et à la fin de l'expérimentation, on va détruire les données sur votre demande ou même si on a signé dans le NDA. Donc voilà. Alors sans livrer de secret, on a travaillé avec des partenaires où la confidentialité est extrêmement forte, hein. On n'était pas encore au confidentiel défense, mais presque. Donc là, on travaille avec des disques cryptés à mot de passe avec des personnes limitées qui vont l'utiliser. Voilà. Des fournisseurs, sa méthode, c'est questionnaire. C'est-à-dire pour la partie RSE, je suppose. Oui, bah après, je dirais que il y a pas au niveau du partage du questionnaire qu'avait fait IDEMIA, il y a pas je pense pas qu'il y ait de confidentialité particulière, hein. Donc, la méthode qu'on a expérimentée avec le groupe, on peut très bien vous la diffuser, ou vous la présenter, il y a pas de souci. Ainsi que la matière qu'on a utilisée, bien sûr. Ce webinaire. On espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas l'offre exclusive dont Pascal vous a parlé. Si vous souhaitez visionner le replay, ce sera possible puisque nos équipes vont vous l'envoyer. Et nous vous remercions de votre présence. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.